messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, nous recevons M. Yann Giroux, qui est enseignant au Cégep de Thetford. Alors, M. Giroux, je vous laisse vous présenter. Bien, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, c'est ça, Yann Giroux, je suis enseignant au Cégep de Thetford en technique de génie du plastique. Et c'est la raison de ma présence ici aujourd'hui, le domaine du plastique. Le Cégep de Thetford, ça a été fondé, c'est un ancien collège classique. Ça a été fondé en 68, mais la plasturgie au Cégep est arrivée en quelle année? Ça a pris place dans les années 80. Faut savoir que le programme a porté plusieurs noms au fil des années. Il y a eu la technique de transformation des matières plastiques, technique de la plasturgie, pour maintenant, aujourd'hui, se nommer technique, en fait, de génie du plastique. OK. C'est la transformation des polymères. Exact. Il y a plusieurs façons. Est-ce que vous enseignez tout ça, l'extrusion? Oui, écoutez, en fait, notre programme comporte 3 volets distincts. Le premier étant le volet de conception, dessin assisté par ordinateur. Donc, dans ce volet-là, ce que les étudiants vont apprendre, c'est vraiment comment partir d'une idée qu'ils ont et la modéliser en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on va avoir un logiciel qui nous permet de prendre toutes les caractéristiques importantes d'un produit, les mettre en forme et d'obtenir en 3 dimensions l'objet que l'on veut produire éventuellement. Suite à cette conception-là, il faut évidemment choisir quel matériau on va utiliser. Donc, il y a plusieurs choses à penser. Mais suite à ça, justement, on va passer à l'étape, disons, de prototypage. Donc, c'est là que l'impression 3D, entre autres, va entrer en jeu. Par la suite, on va avoir le côté ou le volet production. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là ou à ce niveau-là qu'on va procéder à la production, disons, en plus grande quantité de pièces qui ont été approuvées, par exemple. Donc là, les étudiants vont apprendre à utiliser l'outillage, l'installer, travailler avec les différentes sortes de plastique qui existent, parce qu'il y en existe énormément. Ouais. Et chacune d'elles a des propriétés qui lui sont propres. Donc, on apprend à travailler avec ça. Donc, le technicien ou la technicienne en génie du plastique va être en mesure, dans cet endroit-là, d'optimiser la production. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des productions de fort volume. Donc, chaque seconde qu'on peut sauver dans le cycle de production va être une seconde où il va y avoir une rentabilité. Une rentabilité, oui. Exactement. Au bout de la semaine. Tout à fait, la semaine, du mois, de l'année. Et par la suite, il va y avoir le volet que l'on appelle, nous, contrôle qualité, recherche et développement. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pièce qui est produite, on doit s'assurer de la conformité. Écoutez, le client ou, disons, la personne qui fait la demande pour la pièce va assurément vouloir une pièce qui est conforme à ses attentes. Le client aussi, c'est-à-dire le consommateur. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez une gourde et le bouchon n'est pas très étanche avec le contenant. Probablement que vous n'allez pas apprécier votre contenant. Donc, il y a plusieurs tests qui vont être faits pour valider la conformité. Là, on parle d'un truc anodin comme une gourde, mais on peut aussi parler de pièces qui vont être faites pour un remplacement de hanche, par exemple, ou de vertèbres. Okay. Des choses comme ça, c'est des choses qui se font en matière plastique aussi. Et il y a le volet recherche et développement où là, on est à l'avant-garde. On veut développer des nouvelles matières, notamment des matières biosourcées, donc faites à base de matériaux bio. On va aussi essayer d'ajouter des charges, des fibres de carbone, ou du moins rendre un produit avec une valeur ajoutée qui est très, très importante. Mais les produits qui sont faits avec des matériaux qui sont biodégradables, ouais. C'est pas évident, tu peux pas faire n'importe quoi. Je me souviens, ils faisaient des sacs de plastique ouais. en biodégradable, mais finalement, ils ont arrêté parce qu'ils n'étaient pas recyclables. Ben, en fait, le problème qu'il y a de ce côté-là, c'est que si on fait un sac qui est biodégradable, qui est biosourcé, il faut s'assurer d'en disposer de la bonne façon. Donc, un sac qui est biosourcé, si on l'enfouit, par exemple, ou on l'envoie au centre de recyclage, ça va être pas nécessairement la bonne chose à faire parce qu'au centre de recyclage, on va travailler avec les plastiques plus conventionnels pour leur donner une deuxième vie. Cette matière-là va être plus embêtante un petit peu à traiter dû à la quantité qu'ils vont recevoir, mais aussi des fois l'état dans lequel ils vont le recevoir. Par contre, un sac bio, s'il était envoyé, par exemple, à une usine de biométhanisation, des endroits où on peut vraiment procéder à sa biodégradation, là, ça vaut la peine, mais ça demande un effort, disons, du consommateur à chaque fois qui est
peut-être pas toujours c'est facile. Ce qui a provoqué la fin? Je vous dirais que la fin, peut-être pas la fin, je vous dirais que c'est plus en changement. C'est-à-dire que ces matières-là vont être utilisées pour d'autres produits. On va parler notamment, là, je suis pas un expert du domaine agricole, mais lorsque l'on veut préparer les terreaux, ces choses-là, on va utiliser une pellicule qui, par exemple, au bout de 6 mois, 8 mois, 10 mois, va automatiquement s'intègre. Exactement. Donc, c'est simplement d'avoir la bonne application pour ce type de matériaux-là. Ça remplace les plantations sur des coussins de plastique. Oui, exactement. Là, on a pu à traiter là, le produit par la suite. Tu le laisses là. Puis, c'est fait pour ça. Dans le 3D, j'ai lu récemment qu'il y en a qui fabriquaient des armes à feu. Oui, c'est pas la plus belle application. Non, là. Mais ça peut se faire, ça? Écoutez, armes à feu... en plastique? Je suis pas un spécialiste d'armes à feu, mais écoutez, honnêtement, l'impression 3D peut nous donner des possibilités infinies. OK? Si on a moindrement un savoir-faire, les outils nécessaires, on peut produire toutes sortes de choses. Comme dans tous les domaines, il peut y avoir des gens qui vont pencher du mauvais côté, disons, ou produire des... Ils ont dit, on va essayer ça. Oui, exactement, mais oui, c'est peut-être pas le beau côté de ce procédé-là. Par contre, il y en a une panoplie de très beaux côtés, assurément. Quand vous faites la formation d'un étudiant en 3D, ça veut dire qu'il y a des industries qui ont des machines 3D. Oui, écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que l'impression 3D, c'est encore peu connu, je dirais. C'est quelque chose qui date quand même d'un certain nombre d'années, mais qui a été, disons, démocratisé autour de 2009-2010, où les brevets des entreprises qui avaient développé ça ont tombé. Ça l'a permis à plusieurs autres entreprises de travailler sur la technologie. Et maintenant, une imprimante 3D peut être accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que de notre côté, on travaille avec des équipements qui sont de grade professionnels, industriels, si on veut. Et oui, on va les former assurément sur les différentes technologies, parce que l'impression 3D, en fait, c'est en réalité la fabrication additive. Il y a plusieurs types de technologies disponibles qui ont tous des avantages, en fait. OK. Au cégep, il y a combien de... Écoutez, on a quand même quelques technologies. Je vous dirais qu'il y a peut-être 7-8 grandes familles. Je vous dirais qu'on en a présentement facilement 4 qui sont les plus importantes, les plus connues, je vous dirais. Et on peut faire des pièces qui sont franchement intéressantes. Oui. Je me souviens d'avoir visité la plasturgie quand il y a eu l'agrandissement. Oui. Il n'y en avait seulement qu'une machine. Oui, exactement. Écoutez, pour vous donner une idée, présentement, on en a, je ne veux pas dire de chiffres erronés, mais plus d'une vingtaine. Pour la formation. Exactement. Maintenant, c'est inclus dans le programme. Donc, au niveau du côté production, l'impression 3D est devenue un procédé. Donc, il est inclus dans la formation. On voit ça comme tous les autres procédés plus classiques là, de la plasturgie. Vous avez combien d'étudiants présentement ou en devenir pour l'année prochaine? Écoutez, pour être bien franc, c'est là où c'est le plus compliqué, avoir des étudiants présentement, spécialement avec la COVID, qui fait que les gens qui aiment, disons, le côté pratique, tout ça, certains ont quitté, tout simplement, pas simplement en plasturgie, mais dans les domaines techniques. Mais présentement, au total, tout, je veux pas dire de chiffres erronés, mais je vous dirais qu'on doit être autour de 12-13 personnes pour les 3 années. Donc, ce n'est pas des chiffres qui sont, disons, excitants, disons ça comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cégep, le département, on est bien au fait que ces chiffres-là ne sont pas suffisants pour aider l'industrie de la plasturgie. Donc, depuis un certain temps, depuis 2 ans, même un petit peu plus, il y a beaucoup de travail qui a été mis de l'avant, notamment par le cégep avec une campagne publicitaire sur les médias sociaux, notamment pour viser les jeunes du secondaire. Au point de vue départemental, on va dans les écoles secondaires, on rencontre des groupes, on essaie de leur expliquer ce qu'est la plasturgie, parce que la majorité des gens qui vont écouter l'entrevue ne doivent même pas savoir ce que c'est. Ouais, donc, on doit se faire connaître, assurément. Ils vont penser que c'est comme chez IPL. Il y a des choses qui sont comme chez IPL, mais pour vous donner une petite anecdote, moi, lorsque j'ai fait le programme, c'était dans le début des années 2000, ça fait déjà un certain temps, on m'a demandé qu'est-ce que je faisais en art plastique.
Donc, écoutez, on est très loin de l'art plastique. Là, on est vraiment dans un domaine de génie où on c'est conçoit. de l'art, mais... Il y a une partie création, mais disons que c'est pas de l'art plastique proprement dit. Mais effectivement, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis. Et je veux pas m'avancer, mais les chiffres pour l'an prochain, on a une estimation et c'est vraiment très encourageant. Disons que la cohorte qui va entrer devrait assurément doubler le nombre total d'étudiants. Donc, ça, c'est quelque chose... Il y a beaucoup de débouchés, hein? Tout à fait. J'ai un neveu, moi, qui a fait son cours, sa technique. Okay. Il avait commencé à travailler chez Disc Amérique à faire des lasers. Oui. OK. Et par la suite, il a évolué, de façon de parler, évolué. Il a changé souvent de compagnie, toujours en... Il y a beaucoup de progression dans le domaine. Il y avait une progression constante. Puis il est encore dans le plastique. OK. Puis des emplois très intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est que au Québec, il y a plus de 500 entreprises qui œuvrent dans la plasturgie proprement dit et d'autres entreprises qui ne sont pas catégorisées nécessairement plasturgie, qui embauchent énormément de gens compétents dans le domaine. Pour donner un exemple, on a les gens de chez BRP. Donc BRP qui est Bombardier Produits Récréatifs où on fait les skidoo, les côte à côte. 4 roues, tout ça. Je vous dirais que depuis 2-3 ans et même depuis quelques années, ils pourraient prendre tous nos finissants à chaque année et ce sont des emplois qui sont franchement intéressants. Bien rémunérés. Bien rémunérés, beaucoup d'avantages. C'est pas gênant, disons. Au niveau de la plasturgie, est-ce qu'il y a un support aux entreprises? Je vous dirais que c'est un domaine qui est assez petit, mais oui, le cégep va de 2 façons pouvoir contribuer aux entreprises. La première option, disons, c'est via le centre de recherche Coalia, qui est un centre de transfert de technologie, donc un CTT. Et CTT, sa mission, c'est d'assister ou d'aider les entreprises à cheminer, progresser, régler des problèmes, disons. Donc, il y a une partie d'aide technique, mais aussi une bonne partie de projets de recherche et développement. Donc, via le cégep, via Coalia, il y a une aide qui est faite. Sinon, par la formation continue du cégep, on va donner des formations en entreprise pour former, par exemple, des gens qui n'auraient pas un diplôme ou un background, excusez-moi l'expression, dans la plasturgie. On donne des formations sur mesure en entreprise. Puis ça, c'est en forte demande, je présume? Je vous dirais qu'il y a plus de demandes qu'on peut en donner, normalement. Ouais. Parce qu'en région, mettons de la MRC, les entreprises en plasturgie, il y en a 3 ou 4, certainement. Il y en a quelques-unes. Le DSD. Il y a DSD International qui sont dans le domaine. On va avoir si on sort un petit peu là, de Thetford, on va tourner un petit peu plus loin, notamment en Beauce. Il va y avoir des entreprises comme MBI Plastique. On va avoir des Plastitum. Il y a quand même quelques entreprises. Un petit peu plus loin, on a les IPL de ce monde, les Plastic More, qui sont des très belles entreprises aussi. Je pourrais en nommer plein d'autres, là, mais il y a quand même quelques belles entreprises dans la région. Puis les étudiants, ils peuvent faire travail-études? Oui, en fait, dans le programme, c'est une technique de 3 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la première année, durant l'été, il y a un stage qui est rémunéré. En entreprise, évidemment. Après la 2e année, même chose, un stage rémunéré. Et à la suite de la 3e année, là, les étudiants choisissent l'entreprise où ils veulent travailler pour le début de leur carrière. OK. Puis, dans le cadre du recrutement, vous vous attendez peut-être à trentaine d'étudiants pour les années à venir, là, en calculant les 3 cohortes, première, deuxième, troisième année? Je vous dirais même un peu plus que ça. Si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, ce serait d'avoir un peu plus d'une trentaine d'étudiants. Je vous dirais, plus il va en avoir, plus on va être content, là. Mais si on pouvait atteindre, disons... ça rentabilise les équipements, entre autres? Tout à fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le programme de technique de génie du plastique à Thetford est le seul du genre au Québec. Donc, on n'a pas d'autres cégeps qui offrent la formation. C'est-à-dire que les finissants que l'on a, c'est les finissants qui sont disponibles pour tout le Québec. Donc, si on peut avoir plus d'étudiants, ça va évidemment aider là, les entreprises du milieu. OK. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'extérieur?
Je vous dirais qu'on a quand même un bon nombre localement, mais je vous dirais que cette année, là, du moins pour l'année qui va arriver, je pense qu'on va avoir plus de la moitié des gens, et peut-être même un petit peu plus, qui ne seront pas locales de Thetford Mines et des environs. Okay. Donc, tranquillement, pas vite, on commence à se faire connaître, mais il faut pas lâcher le travail là, pour... Et en ayant technique, travail-études, ouais. Ben, ça donne une chance. Oui, tout à fait. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le programme, actuellement et depuis l'an dernier, est admissible à 2 bourses. C'est-à-dire qu'il y a une bourse, en fait, perspective que le gouvernement du Québec a lancée pour, disons, motiver les gens à s'inscrire dans des domaines où il y a un manque criant de main-d'œuvre. Vous allez me dire qu'il y a un manque criant de main-d'œuvre à peu près partout. C'est vrai. Chez McDo, il n'y a pas des enfants de 14 ans. Oui, de plus en plus, c'est un problème qui est partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de la plasturgie, ça fait 30 ans qu'on a ce problème-là, qui manque de monde. Donc, il y a une raison particulière? C'est très peu connu. Comme je vous dis, on est les seuls au Québec à offrir le programme. Lorsqu'on parle de plasturgie, les gens ne savent pas de quoi on parle ou vont penser qu'on parle de choses qui peuvent être négatives, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas eu un temps des maladies industrielles dans le plastique? Écoutez, pas proprement dit, là, à moins que j'ai manqué quelque chose. Les odeurs de polymères. Ben, écoutez, il fut un temps où les entreprises, que ce soit dans la plasturgie ou dans d'autres domaines, étaient pas toujours aux normes, que ce soit pour la ventilation, pour le port d'équipements de protection individuelle. Bon, il y avait toutes sortes de choses. Mais sachez que ce n'est plus un enjeu, là, mais pas du tout depuis un certain temps déjà. Le métier de soudeur est plus dangereux. Écoutez, je suis pas un spécialiste de la soudure, je m'avancerai pas là-dessus, mais je pense que dans peu importe le domaine, s'il n'y a pas les bons équipements de captation, de ventilation, je pense que ça peut être... La ventilation, très importante. Exactement. Puis dans les matières plastiques, maintenant, il y a beaucoup de... C'est beaucoup plus contrôlé. Les matières avec lesquelles on travaille sont beaucoup plus modernes. Je dirais, il y a eu des avancées, beaucoup d'additifs aussi qui permettent à faciliter la transformation des produits, des matières. Donc, ça rend la vie beaucoup plus simple. Mais dans tous les matériaux qu'on fait en plastique, ça part toujours de la chaleur. Il faut que ça soit chauffé. Ben écoutez, quand on parle de génie du plastique, il faut savoir qu'on travaille avec plusieurs matériaux. Il y a les thermoplastiques. Eux, leur propriété, ou du moins leur caractéristique, c'est qu'on peut les chauffer. Lorsqu'on les chauffe, ils vont se ramollir et on va pouvoir les former dans la forme que l'on veut. Par exemple, un boîtier de téléphone cellulaire ou autre. Une fois qu'il est dans la bonne forme, on va le refroidir. La particularité des thermoplastiques, c'est que de façon théorique, on peut les refondre et les reformer de façon perpétuelle, presque jusqu'à l'infini. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on est en mesure de bien les recycler. C'est-à-dire qu'on peut les prendre, les rebroyer, les refondre et faire une matière première de qualité, même si la matière est recyclée. On a les thermodurcissables. Donc, eux, ce sont des matières où il va y avoir une réaction chimique. Une fois que cette réaction-là, elle est faite, elle est irréversible. Donc, pour s'en départir, il existe des façons, notamment la pyrolyse, où on peut se départir proprement, ou en tout cas, de bonne façon du produit. Et il va y avoir ce qu'on appelle aussi les élastomères, donc le caoutchouc. Donc, encore une fois, les caoutchoucs, il y a une réaction chimique qu'on appelle la réticulation. Et cette réaction-là fait en sorte que pour disposer, par exemple, de vieux pneus de voiture, tout ça, on peut pas envoyer ça directement au recyclage classique. Ça prend des procédés qui sont beaucoup plus spécifiques pour ce genre de produits-là. Ces polymères-là, c'est fait où? En usine ailleurs? Ou ça arrive au cégep? En feuilles de polymère? En fait, ça pourrait arriver sous forme de feuilles, mais je vous dirais que la matière première, on va l'obtenir sous forme de petits granulés qui ont environ 4-5 mm de diamètre, donc des petites billes. Vous avez les fours pour ça? En fait, c'est ça. Donc, c'est soit des petites billes ou une poudre un peu plus fine. Oui, c'est vrai. Et ces matières-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire entrer dans un équipement, que ce soit une presse à injection, une extrudeuse. Je pourrais vous nommer plusieurs procédés, là, mais on va s'arrêter là. Ça fait la démonstration que le cégep est équipé oui, tout à fait. 2.0. Écoutez, honnêtement, on a beaucoup d'équipements, une variété de procédés aussi, ce qui fait que nos étudiants, à la fin, vont avoir des connaissances
sur beaucoup de procédés, ce qui leur ouvre beaucoup de portes. Mais pour revenir à comment on fait, c'est que les granulés vont entrer dans la machine et c'est à cet endroit-là qu'on va les chauffer. Vous parliez de four, ça va être un cylindre contrôlé en température où les granulés vont passer de l'état solide à un état visqueux. Pensez par exemple à la texture d'une pâte à dents ou quelque chose du genre. Et cette matière-là, on va l'acheminer via une vis sans fin, pour le cas d'une extrudeuse, jusqu'à la sortie de la machine. Et là, on va conformer la matière et la refroidir dans la forme que l'on veut. Que ce soit un profilé pour, disons, un cadre de fenêtre, que ce soit un tuyau d'érablière, que ce soit, écoutez, on pourrait nommer plusieurs produits. Ça prend des moules pour ça, par exemple? Écoutez, en extrusion, on appelle ça une filière, donc on va avoir un truc en continu qui donne la forme, mais pour ce qui est du moulage par injection, pardon, vous avez raison, on doit produire un outillage qui est propre à la pièce que l'on va produire. Donc ça, on va avoir, si on veut, une production qui n'est pas en continu, c'est-à-dire qu'on fait une pièce, on a besoin de quelques secondes pour la refroidir, on ouvre le moule, la pièce sort du moule, on referme et on recommence de façon très, très rapide. Donc, on a des productions qui peuvent aller jusqu'à des millions de pièces, comme ça. Il y a combien d'institutions collégiales au Québec qui donnent la plasturgie? On est les seuls. On est les seuls et C'est uniques. pour ça, d'ailleurs, que le gouvernement du Québec a investi beaucoup au cégep de Thetford en plasturgie. Je vous dirais qu'il y a oui, le programme de plasturgie, donc la technique, mais on a beaucoup aussi ce que je vous mentionnais tout à l'heure, le CTT, donc le Centre de transfert technologique, qui est Coalia. Et Coalia, via ses activités, a reçu beaucoup de sous avec le cégep, évidemment, parce qu'ils sont dans les locaux du cégep, pour agrandir et moderniser leur équipement. Ça vient d'être agrandi. Tout à fait. Il y a eu quelques phases. Et ce qui est intéressant, c'est que ces agrandissements-là, avec ces équipements-là, ça fait en sorte que nous, dans le programme, on peut aller enseigner, on peut voir des projets directement dans les locaux de Coalia. Donc, on est très chanceux de pouvoir travailler avec eux là, pour... Main pour dans la main. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Mais Coalia, c'est les mêmes cohortes, non? Eux, en fait, ils sont pas... leur mission est pas nécessairement d'enseigner. Des chercheurs. Donc, on a des chargés de projet, on a des chercheurs, on a aussi des techniciens et techniciennes qui vont travailler pour Coalia. Plusieurs d'entre eux et d'entre elles sont des finissants du programme. Mais donc, c'est ça, il y a des chargés de projet, il y a les gens plus au niveau technique qui, eux, vont réaliser les analyses, vont faire les tests selon les normes, vont produire des pièces. Et de notre côté, à nous, lorsqu'on forme nos étudiants, on a la chance d'aller sur les mêmes équipements, mais aussi de voir ce qu'ils peuvent faire lorsque c'est possible, lorsqu'il n'y a pas trop de confidentialité là, reliée à un projet. Alors, quand ces étudiants-là ont terminé leur technique, ils peuvent arriver dans une compagnie puis ils sont pas... Ils connaissent déjà tout l'équipement. Oui, tout à fait. Puis écoutez, ce qui est particulier dans le domaine de génie du plastique, c'est que, comme je vous dis, on est les seuls à l'offrir. Il n'y a pas beaucoup d'employés nécessairement qualifiés. Il y en a au fil des années. Il y a beaucoup de gens qui sont très, très bons. Mais nos étudiants, lorsqu'ils arrivent en entreprise, peuvent gravir rapidement les échelons. On est les seuls spécialistes là, des matières plastiques au point de vue collégial. Donc, lorsqu'on arrive en entreprise, on a le savoir-faire, on a les connaissances pour gravir les échelons très, très rapidement. Donc, il y a plusieurs belles histoires là, auprès de nos anciens finissants. Pour un étudiant qui veut dépasser la technique, est-ce qu'il peut aller dans une université? En fait, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas un baccalauréat en génie du plastique. Ça n'existe pas. Par contre, on peut faire d'autres baccalauréats qui vont nous permettre d'être ingénieurs ou d'avoir des connaissances connexes. Donc, on parle entre autres de génie mécanique, on parlait de génie chimique, de génie industriel. On pourrait en nommer. Il y a plusieurs génies qui permettent là, de continuer. La technique ouvre la porte à ces... Tout à fait, tout à fait. Puis c'est des compétences connexes à la spécialisation en plasturgie. Et là, ça ouvre encore une fois beaucoup de portes. Il y a beaucoup d'étudiants qui optent pour ça? Je vous dirais qu'avec la demande au point de vue des entreprises et le fait que les échelons peuvent être gravis très rapidement, je vous dirais que c'est pas la majorité qui vont continuer à l'université. Quelques-uns vont décider de le faire, ce qui est très intéressant pour eux, évidemment, mais il faut savoir que lorsqu'on fait la technique, on a des bonnes conditions et, comme je vous dis, on peut progresser énormément puis obtenir un emploi vraiment, vraiment intéressant. On tire sur la fin de l'émission. Est-ce que vous avez des conseils ou... Écoutez, des conseils, ce que j'aimerais dire, c'est que notre programme
je crois, mériterait d'être connu un petit peu plus. C'est un programme qui est vraiment beau. On travaille sur les solutions, c'est-à-dire qu'on travaille sur le recyclage, la revalorisation des matières plastiques. Donc, nous, on veut trouver les solutions, on veut créer des belles choses. Et écoutez, je pense que n'importe qui a une curiosité face à notre programme pourrait assurément venir nous voir. Il y a ce qu'on appelle la possibilité d'être étudiant d'un jour au cégep. C'est complètement gratuit et c'est vraiment adapté aux besoins de la personne qui va venir nous voir. Vous voyez c'est quoi le domaine, vous voyez est-ce que ça peut vous plaire ou non. Et nous, écoutez, on est content de recevoir quiconque aurait un intérêt sur notre domaine. Monsieur Giroux, un gros merci. Merci à vous. Mesdames, messieurs, la plasturgie, si vous ne saviez pas trop c'était quoi, on espère vous avoir un peu aiguillé. Et si vous avez des jeunes au secondaire qui ne savent pas trop où aller, il y a une opportunité intéressante au Cégep de Thetford pour la plasturgie. Alors, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.